Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir ? J'ai un peu de mal à en parler parce que je n'ai pas de rituel de lecture au coucher. Je lis tout le temps. Ça fait partie de moi, en fait. Et c'est presque maniaque. Je peux être dans une salle avec plein de gens et soudain j'ouvre un livre et je pars. J'ai toujours eu cette capacité de partir avec les livres. C'est les voyages les plus immédiats, les plus lointains que j'ai pu faire dans ma vie et j'ai gardé ça. J'ai gardé cette capacité à m'évader complètement. Il m'est arrivé en situation de crise, dispute ou quoi que ce soit, d'ouvrir un livre et tout d'un coup de partir. Et l'autre en face ne comprend pas bien que je suis plus là. C'est mon armure, c'est ma carapace, c'est mon tunnel secret, en fait. Et ça a toujours été ça, toujours, tout le temps. Du coup, j'accepte ce que le livre m'apporte. C'est-à-dire que quand je me couche avec un livre, j'accepte que je ne puisse pas dormir toute la nuit. Ça va arriver, ça peut arriver. Cette rencontre-là peut faire que tout d'un coup, je pars et que je ne reviens pas suffisamment tôt pour dormir. Il m'est arrivé de regarder le soleil se lever en me disant, mais dors, tu as une journée chargée, ce n'est pas possible, tu ne peux pas te permettre ça. Et je ne sais pas faire. Je ne sais pas m'arrêter. Et je le sais, et en même temps, je ne sais pas résister à ce qu'offre un livre. Je ne sais pas résister à la promesse de magie, à la promesse de voyage, à la promesse d'univers. C'est mon métavers. C'est l'endroit où je pars en me disant alors, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Tellement de possibilités offertes. Quand j'ai commencé à écrire en tant qu'écrivaine, j'étais un peu malheureuse parce que j'ai commencé à lire avec un œil d'écrivaine. C'est-à-dire que je ne rentrais plus dans la magie, je commençais à regarder la popote en fait. La façon dont l'autre faisait sa cuisine. Je me dis, ah ouais, c'est comme ça qu'il fait, son esthétique et ceci et cela. Et ça me pesait, ça me rendait malheureuse. Il y avait quelque chose qui ne se mettait plus en place en fait. Et j'ai dû batailler pour revenir parce que c'est nécessaire à ma vie. Ces échappées belles, sont absolument nécessaires à ma vie. Elles sont nécessaires pour que le reste tienne. J'ai toujours besoin de savoir que je peux partir avec un livre. Je ne sais pas vraiment si j'en ai les moyens, mais j'ai envie de commencer ce livre-là tout de suite et advienne que pourra. Quand j'étais plus jeune, la lecture me servait à voyager d'un univers à l'autre, à m'évader d'absolument tout. Quand je lisais, quand j'apprenais à lire à Douala, j'achetais mes livres dehors au poteau. On appelle ça le poteau, c'est la librairie en pleine rue. Le principe, c'est qu'il y a quelqu'un qui vend des livres dehors, dans la rue, sur le trottoir. Et soit tu les achètes, soit tu donnes une pièce 100 francs qui correspond à, je sais pas, 50 centimes d'euros et même moins. Et tu prends un livre, tu le lis et tu le ramènes. Et moi, je faisais ça. Je venais, je donnais ma pièce, je prenais les livres, je donnais deux pièces, je prenais les livres, je les ramenais quand j'avais fini, j'en prenais d'autres. J'avais un tas de livres, mais je pense que c'était les circuits de tous ces gens qui envoient des livres en Afrique et qu'on ne sait plus finalement où ils vont se retrouver. Donc, il y avait des circuits parallèles comme ça qui naissaient. Et pour moi, c'était tout bénef parce que ben, ça coûtait beaucoup moins cher que d'acheter un livre, évidemment. Quand je lis un livre, après, je le prête. J'aime que ça circule. Et parfois, je me rachète des livres deux, trois, quatre fois. Pas parce que j'oublie, mais parce que je sais que j'ai dû le prêter, il n'est pas revenu. Mais ça m'est égal que les livres ne reviennent pas. Ils vivent une autre vie de livre. Et c'est très bien. Si les livres n'avaient pas plusieurs vies, j'en aurais pas trouvé au poteau à Douala. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. Julien avait deviné sa liaison. En ressortant de la chambre d'hôtel, après quelques heures passées avec l'amant, elle l'avait trouvé assis, à l'accueil, juste en face de l'ascenseur. Abby s'était vue dans son regard. Elle venait de prendre une douche, et elle avait encore la peau humide, les yeux brillants d'une femme qui a pris son plaisir. Avait-elle les lèvres gonflées des baisers échangés? Entre ses cuisses, elle sentait la brûlure de ses ébats. Il lui sembla que son mari voyait tout cela en elle. Son visage empourpré, sa fureur, ses lèvres blanches à force d'être serrées, la glacèrent d'effroi. « Il va me tuer », pensa-t-elle, tandis que ses jambes se dérobaient sous elle. Ils étaient discrets, l'amant et elle. Lui non plus n'était pas libre.
Il était descendu de la chambre d'hôtel avant elle et avait vu Julien à l'accueil. Il avait essayé de la prévenir. Son téléphone n'avait pas sonné. Elle devait être déjà dans l'ascenseur. La sonnerie du message se déclencha lorsque Abby se trouva face à son mari. Incapable de réfléchir, elle le sortit de son sac à main et lut le message. « Alerte, ne descends pas maintenant !» Julien s'avança à grande enjambée et lui arracha le téléphone des mains, devinant immédiatement qui essayait de la joindre. « Trop tard, connard !» hurla-t-il dans l'appareil avant de le balancer contre le mur où il se brisa en morceaux. Les autres personnes présentes dans le hall arrêtèrent leur discussion. Tout le monde les regardait. Julien hurlait des insanités. Compte tenu de la situation, elle n'attendait pas de lui qu'il conserve son calme. Mais la violence de sa réaction l'a pris pourtant au dépourvu. Julien n'était pas homme à se donner en spectacle ou à se mettre dans l'embarras devant un public. Ses propos étaient si vulgaires, si injurieux, qu'Abby en resta paralysée, honteuse pour eux deux. Plus personne, dans ce hall d'hôtel, ne pouvait ignorer la teneur de la scène qui se jouait. Les employés de l'accueil firent un signe à la sécurité et les deux hommes musclés s'approchèrent d'eux. « Madame, monsieur, veuillez vous en aller s'il vous plaît. » Ma femme se fait sauter dans votre cloaque pourrie, dans ce bordel que vous appelez hôtel, et c'est moi qu'on fout dehors. Putain de merde. Allez vous faire foutre. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez sortir. Abby posa la main sur le bras de l'homme dans une tentative d'apaisement. « Je vous en prie, on s'en va. Lâchez-le, je vous en prie !» Il lui lança un regard tellement chargé de mépris qu'elle ôta sa main comme brûlée. « Dégage !» « Allons bon, pensa Abby incrédule. me voilà Jézabel. Les hommes solidaires me jetteraient des pierres s'ils le pouvaient. » La sécurité de l'hôtel les mit sans ménagement à la porte. Julien ne décolérait pas. Et maintenant, écoutons un autre extrait de votre livre. Le terme baignetariat désignait un simple hangar situé à 500 mètres environ de chez Anna. Quelqu'un avait eu l'idée de mettre des tôles sur 4 piquets en bois dans un terrain vague avant d'y installer des tabourets et des tables. Au début, l'abri était réservé aux vendeuses de beignets et leur devait son nom. Ensuite, d'autres cuisinières de rue s'y étaient établies avec divers types de mets. Poissons braisés, viande grillée, plats en sauce, légumes de saison. Elles avaient même improvisé une buvette. Dans de grandes glacières, elles conservaient pour leurs clients bières et sodas. Ici, l'on pouvait manger sur place ou acheter de la nourriture à emporter. L'endroit était devenu un grand lieu de rencontre pour tous les jeunes et moins jeunes du quartier. Les célibataires, les mères de famille qui n'avaient pas le temps de préparer le dîner ou tout simplement désiraient varier leur ordinaire, les travailleurs en quête de délassement en fin de journée, les chômeurs qui avaient trouvé quelques pièces à dépenser ou espéraient que quelqu'un leur offre une bouteille. Le baignetariat participait de la débrouillardise et du commerce informel typique des quartiers populaires de Douala. Il appartenait à tous parce qu'il n'était à personne. L'on s'y retrouvait sous l'éclairage parcimonieux des réverbères, lorsqu'ils marchaient, et du feu de bois sur lesquels les femmes cuisinaient. Le baignetariat était le lieu de discussions houleuses. Football, politique, ragot, on y apprenait tout sur tout le monde, mais c'était surtout un haut lieu de drague. Max, Tina, Ismaël et Jenny en avaient fait leur quartier général au fil des années.